Je m'appelle Daniel Jutras, je suis le recteur de l'Université de Montréal. Avant toute chose, je voudrais reconnaître que nous sommes ce soir en territoire autochtone non cédé par voie de traité. Je voudrais vous inviter à prendre un moment pour réfléchir à la contribution durable, intemporelle de ceux et celles qui ont été les gardiens de ce territoire, les gardiens traditionnels de ce territoire depuis des temps immémoriaux. Et pour ma part, dans un esprit de réconciliation, je voudrais exprimer mon respect pour la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés ici et partout autour du monde. Nous célébrons ce soir un autre ancien, un autre sage, un autre gardien du savoir universel. Et ça me touche de vous voir réunis au Campus 1000 pour honorer la mémoire d'Hubert Reeves, un an après son départ. Merci d'être là. Votre présence réchauffe certainement le cœur des membres de la famille d'Hubert Reeves qui sont parmi nous ce soir. Il y en a quelques-uns. Hubert Reeves était sans nul doute l'un des scientifiques les plus accessibles et les plus aimés de notre époque. Et votre présence ce soir en témoigne. Il était aussi un diplômé et un professeur de l'Université de Montréal. Il a enseigné la physique chez nous dans les années 60. Et bien qu'il ait vécu en France une grande partie de sa vie, il a toujours maintenu un lien indéfectible, un lien fort avec l'Université de Montréal. Chaque année, il revenait au département de physique pour enseigner la cosmologie au grand bonheur de nos étudiantes et étudiants. Imaginez de s'asseoir en classe avec Hubert Reeves qui nous parle de cosmologie. Et pour lui rendre hommage, nous venons de nommer, il y a quelques instants, la bibliothèque du complexe des sciences dans lequel nous nous trouvons, Bibliothèque Hubert Reeves. Nous voulons ainsi nous assurer que son nom reste gravé dans la mémoire de nos étudiants et étudiantes, à l'endroit même où se forment les scientifiques de demain. Je crois que Hubert Reeves aurait grandement apprécié cette conférence. D'abord parce qu'il adorait rencontrer le public lorsqu'il passait du temps à Montréal. Malgré un emploi du temps chargé, il tenait à partager sa passion de l'astronomie et de l'écologie dans le cadre des conférences des Belles Heures. Peut-être certains d'entre vous avaient assisté à ces conférences mémorables que nous présentons encore régulièrement à l'université. Ensuite, il aurait certainement été très intéressé par les thèmes qui seront abordés ce soir. Nous toucherons à la science, à l'écologie, à la philosophie, ainsi qu'à la beauté. Hubert Reeves était un poète. Il faut parler aussi donc de beauté et des mystères de l'univers, des sujets qui lui étaient chers. Et pour nous accompagner dans ces réflexions, nous avons réuni 3 grands spécialistes de leur domaine, 3 acteurs éloquents de leur champ disciplinaire. L'astrophysicien René Doyon, d'abord, est professeur à l'Université de Montréal et directeur de l'IREX, l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes. Il a collaboré, entre autres, à la conception du télescope spatial James Webb, qui nous fournit, depuis son lancement en 2021, des images saisissantes de l'univers. Ensuite, Jérôme Duprat est professeur à l'Université du Québec en Outaouais. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie écologique et directeur scientifique du Centre de recherche appliquée sur la biodiversité et les écosystèmes. Et dans ses temps libres, il s'intéresse à l'écologie, je l'ai mentionné. Son engagement pour l'écologie s'exprime aussi par la musique, puisqu'il est membre des célèbres et bien-aimés Cowboys fringants. Enfin, Céline Riverain est professeure de philosophie et de théorie de la connaissance au Collège Jean de Brébeuf. Elle détient un doctorat de l'Université de Montréal. Elle s'intéresse entre autres aux réflexions philosophiques inspirées des sciences et de la cosmologie. Et nous avons le grand bonheur d'accueillir la journaliste Noémie Mercier pour animer cette discussion ce soir, ce qu'elle fera demain de maître, comme à son habitude. Sans plus tarder, j'invite nos invités à monter sur scène. Merci. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée à l'Université de Montréal. C'est bon. C'est bien ici. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, merci d'être présent en si grand nombre. Nous sommes honorés d'avoir été invités à participer à cette merveilleuse conférence sur Hubert Reeves. Ce soir, ce qu'on vous propose, c'est de prendre une pause, en quelque sorte, de mettre de côté vos préoccupations du quotidien, d'oublier nos journées de fou, notre actualité de fou, et de prendre un moment pour respirer, regarder les étoiles, rêver et se souvenir. Donc, pendant la prochaine heure et quart et demie ou quelque chose comme ça, on vous invite à entrer dans l'univers d'Hubert Reeves en compagnie de 3 invités qui l'ont marqué et qui sont chacun à leur manière des membres de cette grande famille d'héritiers d'Hubert Reeves. Alors, un astrophysicien chasseur de vie extraterrestre, René Doyon, bonsoir officiellement. Bonsoir. Bonsoir. Ben oui. Une philosophe qui a fait des scientifiques son objet d'étude, des scientifiques comme Hubert Reeves, entre autres. Céline Riverain, bonsoir officiellement. Bonsoir. Et un chercheur qui est à la fois écologiste et musicien, Jérôme Duprat. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Le grand thème de notre conférence ce soir, c'est le pouvoir de l'émerveillement, une faculté qu'Hubert Reeves a conservée toute sa vie et qu'il a su transmettre à tous ceux qui ont gravité dans son orbite. Alors, ceci est le premier et dernier jeu de mots spatial que je vais faire, mais libre à vous d'en ajouter d'autres. Donc, grand thème pouvoir de l'émerveillement, on va le décliner en 3 volets. Le pouvoir de la beauté, le pouvoir de la découverte et le pouvoir de l'engagement. Et puis, notre conversation sera ponctuée des mots d'Hubert Reeves. On a demandé à Marie-Lou Garon, qui est de l'équipe de communication de l'Université de Montréal, de ponctuer notre discussion de lecture des extraits des œuvres de M. Reeves. On va en écouter un premier extrait, question de déjà se mettre dans l'ambiance. Marie-Lou, à vous la parole. On vous écoute. Nous allons nous donner pour quelques instants des airs d'éternité. Nous allons sortir du temps et de l'espace pour regarder en spectateur le film de l'univers. Bien sûr, nous nous laisserons impressionner par le grandiose et par le fulgurant. Bien sûr, l'extravagance des masses de matière et des débits d'énergie nous coupera le souffle. Mais c'est autre chose qui retiendra de prime abord notre attention. Nous surveillerons, l'œil alerte, l'apparition de la structure, l'accession par niveaux successifs de la matière à l'organisation. Nous serons là et nous saluerons les étapes franchies de façon quelquefois spectaculaire, mais le plus souvent tranquille et furtive. Et puis, à certains moments, nous serons inquiets. Des crises interviendront qui menaceront de faire tout capoter. Admiratifs, nous verrons l'univers s'en sortir et poursuivre plus avant sa quête. Sa quête de quoi? Patience dans l'azur, 1981. Merci, Marie-Lou. Je trouve que ça met tellement bien la table. Tout est dans cette citation, mais on va prendre le temps d'explorer les différents volets de l'œuvre et des préoccupations d'Hubert Reeves. Avant d'entrer dans notre premier thème, qui sera le pouvoir de la beauté, j'aimerais ça qu'on fasse un petit tour de table avec nos invités pour que vous puissiez nous raconter quel est le lien qui vous unit à Hubert Reeves. Je commence avec vous, Céline. Qu'est-ce qui a été pour vous le premier contact avec l'œuvre d'Hubert Reeves et en quoi est-ce que ça vous avait marqué? Moi, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer personnellement, mais c'est vraiment par ses livres. J'ai commencé à le lire, j'étais peut-être un peu trop jeune pour tout comprendre. J'étais adolescente. Je me rappelle de Patience dans l'azur. C'est ambitieux comme lecture pour une adolescente. Oui, et pour être, pour être franche, je n'avais pas tout saisi, mais j'avais saisi quand même l'intérêt des questions cosmologiques. Et jeune adulte, c'est là où je me suis lancée dans ça et j'ai trouvé que sa passion pour ces questions-là était tellement contagieuse. J'ai aussi un petit lien d'institution puisque j'enseigne au collège Jean de Brébeuf
où il a étudié, il en parlait parfois. Il est parrain d'un de nos programmes aussi. Merveilleux. René Doyon, vous avez eu la chance d'assister à certains séminaires d'Hubert Reeves à l'époque où vous étiez étudiant à la maîtrise à l'Université de Montréal. Tout à fait. Quel souvenir vous gardez de lui comme prof? C'est inoubliable. Plusieurs d'entre vous avaient assisté à ces conférences publiques qui étaient incroyables, un communicateur scientifique, mais il n'était pas moins bon dans ces séminaires scientifiques. Donc, j'ai eu la chance d'assister à quelques-uns de ces séminaires-là. Donc, il venait une fois par année, autour du mois d'octobre, en fait. Et donc, c'était le moment où il donnait des conférences publiques, mais aussi des séminaires sur des sujets très, très pointus de cosmologie. Donc, vous souvenez-vous de certains sujets? Ah oui, absolument. En fait, son sujet principal de recherche, c'était la nucléosynthèse des éléments. Donc, comment les éléments légers, l'hydrogène, l'hélium, le lithium, etc., se sont formés au tout début du Big Bang et comment on peut en apprendre sur le tout début de l'univers à partir de ces éléments-là. Et c'était sa spécialité de recherche. Donc, écoute, on était tous rivés devant lui. On regardait c'est transparent, hein, c'est à l'époque des acétates. Oui. Donc c'est des moments inoubliables. Mais je l'ai d'abord connu, comme vous tous, avec Patience dans l'azur. Moi, à ce moment-là, je sors du cégep, puis j'ai déjà décidé que c'est ça que je veux faire. Je m'intéresse à la physique, j'adore l'univers. Et Hubert Reeves, c'était la meilleure lecture que je ne pouvais pas avoir à ma disposition. Donc, c'était une très grande source d'inspiration. Merveilleux. Monsieur Reeves a inspiré beaucoup de vocations. Jérôme, vous êtes biochimiste de formation. Aujourd'hui, vous êtes chercheur spécialisé en économie écologique. Il y a comme un lien, mais il a quand même fallu faire un virage entre les deux. Et Hubert Reeves a eu quelque chose à voir dans votre progression de carrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bien, en fait, un peu de façon similaire, il y a des œuvres marquantes. Pour moi, ça a aussi été Patience dans l'azur, Poussière d'étoiles. C'était aussi contemporain à des lectures de David Suzuki ou encore L'erreur boréale de Richard Desjardins. Il y avait un mouvement, disons, un désir en moi d'ouvrir un peu plus loin qu'un laboratoire de biochimie, d'essayer de comprendre l'environnement qui nous entourait. Puis ça a été vraiment des lectures marquantes. Je suis devenu un grand fan d'Hubert Reeves. Je le suivais en tournée. C'était un homme très, très humble. Il faisait des conférences avec des acétates, mais il faisait aussi des tout petits sages. J'étais allé le voir sur la rive sud de Montréal où il présentait Mal de terre, un livre qu'il venait de faire publier. Et j'avais amené avec moi Jean-François Posé des Cowboys fringants. Puis on a été vraiment saisis d'une parole qui, aujourd'hui, on l'entend beaucoup plus, mais quand il parlait d'effondrement de la biodiversité, de grande transformation de la nature, ça nous avait vraiment saisis. Et quelques semaines plus tard, il y a la chanson Plus rien qui était écrite un peu en hommage à son œuvre, mais à cette soirée-là aussi, on avait eu le sentiment de partager quelque chose avec M. Reeves. Oui. Puis est-ce qu'il était au courant que cette chanson-là avait été inspirée par lui? On n'a jamais eu de contact direct, mais je sais que par ses équipes, on lui avait communiqué de la chanson est né un album et un vidéoclip. On avait fait suivre le vidéoclip, qui était un peu une fable dystopique de fin de l'humanité, mais on lui avait mis un mot en disant, bien, finalement, il était un semeur de lumière pour éviter ce genre de finalité. Oui, parce que la chanson est quand même assez sombre, on va se le dire. Là. C'est pas une chanson super up la vie, mais on pourra y revenir. Mais donc, il a influencé votre parcours aussi, d'aller vers la cause environnementale ou enfin vers des recherches dans le domaine de l'environnement. Il a contribué à votre Oui, bien, en fait, ça se retrouve aussi dans ses livres parce qu'il était aussi à l'aise dans l'infiniment grand que l'infiniment petit. Moi, je me suis saisi de cet émerveillement au cégep quand j'ai compris un peu la biologie moléculaire, l'ADN, la formation du vivant. Et ça a été le déclic pour moi de venir ici à l'Université de Montréal, faire un baccalauréat en biochimie. Et ça nourrissait mon émerveillement, ça nourrissait cette façon d'entrevoir, d'être une petite lunette sur un monde complexe, mais le choc de la réalité, on le rencontre tous et tout un jour, alors il faut aller travailler. Et je me voyais très mal dans un laboratoire, à travailler en biologie moléculaire. Donc, j'ai essayé de changer d'échelle, de toujours d'avoir cet émerveillement, de travailler avec la nature, avec le vivant. Et c'est ce type de lecture-là qui m'ont fait comprendre qu'on pouvait avoir le même œil, le même enthousiasme, la même curiosité et de changer d'objet. Dans ses livres, il navigue très, très aisément entre ces échelles-là, mais en gardant un fil continu qui est la beauté, qui est la grandeur de la nature. Et donc, ça m'a fait passer de la biochimie, et toujours à l'Université de Montréal, à la géographie.
fort intéressant. Vous avez pu comprendre que les deux étaient compatibles finalement. Bon, premier tour de table très intéressant. On va s'intéresser au pouvoir de la beauté. Marie-Lou, je vous inviterai à venir lire un autre extrait d'une œuvre d'Hubert Reeves qui va nous amener sur ce sujet qui lui était très cher. On vous écoute. À l'artiste qui s'interroge sur la nature de la pulsion créatrice qui le possède, on peut signaler l'analogie avec le comportement de la nature tout au long des milliards d'années qui ont transformé le chaos initial du cosmos en une collection de structures organisées et d'espèces vivantes. On pourrait lui expliquer, comme tous les organismes vivants, tu es toi-même un fruit de cette merveilleuse histoire de l'organisation de la matière et de la croissance de la complexité cosmique. Tu poursuis et prolonges ce mouvement en ajoutant de la beauté au monde. C'est le sens, je crois, de la phrase de la poétesse acadienne Antonine Maillet. « J'écris pour achever le monde, pour ajouter à sa création, après les 7 premiers jours, un 8e jour. » Le banc du temps qui passe, 2017. Merci. On voit les liens qu'il fait entre la création, la nature, la beauté. C'était quelqu'un qui était à l'affût de la beauté partout, dans l'art, dans la musique, dans la science elle-même, dans les mathématiques et aussi dans l'évolution. C'était quelque chose qui le fascinait, hein, Céline, ces liens entre science, beauté, art, création. Absolument. M. Reeves était sensible à tout ce qui unit les différents champs du savoir aussi. Ce n'était pas un scientifique qui était du tout fermé, au contraire. Il parle beaucoup de littérature, il s'inspire de tout ça. Et je crois qu'il y a quelque chose en commun dans tous ces champs du savoir, c'est la quête de la beauté, justement. On pourrait à tort penser que la beauté, c'est réservé aux émotions, à l'art, mais ça peut faire partie aussi de la quête scientifique. Oui, et en ce sens-là, M. Reeves n'était pas le seul. Ce n'était pas une exception. C'est quelque chose qu'on retrouve dans l'histoire de la science et que vous avez eu l'occasion d'étudier. Oui, absolument. Mais je me suis intéressée à un scientifique qui s'appelle Johannes Kepler, que vous connaissez sans doute. On le connaît pour les 3 lois, mais quand on se penche un peu sur ce qui a mené à la formulation de ces idées... Quelles 3 lois pour ceux d'entre nous qui ne sont pas... c'est les lois du mouvement planétaire. OK. Par exemple, que les planètes tournent autour du Soleil en suivant une trajectoire elliptique et non pas circulaire. On pensait à l'époque que ça devait être un mouvement circulaire parfait. Et ça a pris du temps avant d'en arriver aussi à une loi qui puisse faire le lien entre un mouvement qui n'est pas régulier, mais qui a quand même un sens. C'est pas du chaos. C'est du cosmos, c'est de l'ordre et c'est de l'harmonie. Et en me penchant un peu sur Kepler, je me suis intéressée à un ouvrage où il se penche sur l'harmonie du monde. Et il fait un parallèle. Tout comme notre oreille est charmée en musique parce qu'il y a des proportions mathématiques, notre œil, et Kepler va parler même de notre âme, aujourd'hui on dirait peut-être plus le mot esprit, pour être un peu plus moderne, notre âme ou notre esprit peut être charmé par ces proportions-là mathématiques. Et c'est là où la quête scientifique peut se rapprocher, glisse vers une quête de la beauté, puisque nous sommes charmés, émerveillés, pour reprendre le terme d'aujourd'hui, par la beauté qui émane de l'ordre mathématique sous-jacent au monde. Et pour Kepler, il y a même une musique des sphères qui se déploie, et nous, les humains, on fait partie de cette expérience-là, dans l'harmonie du monde lorsqu'on capte cette harmonie mathématique. Puis ça rappelle une anecdote au sujet d'Hubert Reeves qui raconte dans son autobiographie, qui raconte aussi dans un documentaire de l'ONF qui s'appelle Le Compteur d'étoiles. Il dit, il raconte un de ses premiers émois scientifiques. Il est étudiant au Collège Jean de Brébeuf et il doit déterminer à quelle distance l'une de l'autre placer les lentilles d'un télescope pour pouvoir voir Saturne. Donc, il raconte, il raconte par un calcul mathématique simple pour lui en tout cas, mais par un calcul mathématique simple, on déterminait que la première lentille, on la met là, la deuxième, on la met là, et là, tout à coup, on voit Saturne apparaître dans le ciel avec ses anneaux. Et dans le documentaire, il a 70 ans quand il raconte ça, il est encore émerveillé par
le fait qu'une équation mathématique devient un portail vers la beauté du cosmos. Est-ce que c'est quelque chose que vous reconnaissez? Je sais que cette beauté-là, mathématique, ou cette puissance, en tout cas, des mathématiques, ça vient vous chercher, vous aussi, Jérôme? Absolument. Je suis jaloux des esprits d'abstraction capables d'avoir 2, 3 niveaux de cette élégance mathématique-là. Mais je pense que la beauté, ce n'est pas élitiste non plus. Tout le monde a accès à cette beauté-là. Ma fille est en première année, puis elle commence à lire son premier livre. C'est une beauté incommensurable, insaisissable. Et on me demande souvent, ça doit être 2 métiers très différents, faire de la musique et faire de la science. Puis là, je dis aux gens, bien, regardez à l'université, il y a des facultés d'art et de sciences. Tout ça est entremêlé. La beauté, elle nous entoure, elle est éternelle, elle se touche. Ensuite, c'est d'être capable, pour moi, d'avoir 2 éléments, d'avoir les bons outils. Des équations mathématiques, c'est comme un piano, c'est comme tout ce qu'on peut se saisir pour être capable d'approcher cette beauté-là, un poème, un livre. Et ensuite, c'est le temps. Donc, des fois, on a tendance à peut-être consommer la beauté comme on consomme d'autres choses. Si on se donne un peu le temps, et un des meilleurs mentors qu'on puisse avoir, c'est Hubert Reeves. Dans ses écrits, mais tout simplement dans sa façon de parler, il nous invite à prendre un pas de recul, à chercher le bon outil et à se tourner vers la beauté, l'émerveillement. Et pour moi, ça fait un tout qui nous ramène à une grande humilité qu'on doit avoir. Quand on se tourne vers ces éléments-là qui nous saisissent, bien, on se rend compte qu'on est dans une grande chaîne de la vie, qu'on est dans une poussière dans le cosmos, et ça nous remet à notre place, disons. Donc, est-ce qu'on peut dire que pour vous, bon, la science, la musique, les mathématiques, l'art, ce sont des vocabulaires différents qui nous permettent d'appréhender le monde et de découvrir cette beauté? C'est interrelié. Je pense que quelqu'un qui fait de la musique à un haut niveau a besoin d'avoir un esprit mathématique, d'abstraction. On regarde dans des grandes compositions, on n'est pas très loin de ce même esprit créatif. De la même manière, en science, on doit faire nos gammes comme sur un piano, mais on doit briser des codes, on doit repousser de nouvelles frontières, essayer d'innover, mais en se comparant à une littérature scientifique ou à des œuvres du passé. Donc, c'est intimement relié, mais comme je disais, c'est une trousse à outils. Et l'idée, c'est de le faire autant à bas âge que à travers toute sa vie, de rester curieux pour se dire qu'on a le droit. On a le droit de mobiliser de nouveaux outils, d'avoir de nouvelles passions et d'essayer de capter un petit bout de beauté comme ça de ce qui nous entoure dans le grand mystère de la vie. En pensant à cette anecdote d'Hubert Reeves et de son petit télescope à l'époque où il était au cégep, j'ai pensé à vous, René, parce que vous avez l'occasion de jouer avec le télescope spatial le plus puissant jamais imaginé. Quand les premières images recueillies par le James Webb ont été dévoilées, c'était en 2022, la mâchoire nous a tous décrochés devant la magnificence de ces images. Vous, quel effet ça vous a fait? Bien, la même émotion, en fait. Et je reviens, avant de répondre, je reviens Oui. sur cette notion de beauté que Hubert Reeves a réussi, en fait. Et je ne veux pas parler au passé parce que son œuvre est encore présente, n'est-ce pas? Hubert Reeves nous apprend que la beauté, ce n'est pas juste l'affaire de l'art qui était pour le commun des mortels, c'est plus ça. Elle s'exprime aussi à l'échelle de l'univers. Et c'est ça, à mon avis, son œuvre la plus importante. Mais pour venir à James Webb, ben, c'était la même réaction que vous tous. Ouais. Et d'ailleurs, 3 jours avant, on ne savait pas moi-même qui était dans le secret des dieux du projet, on ne savait pas qu'est-ce qui allait dévoiler. C'était un secret bien gardé de ce qui allait été montré. Mais j'ai eu la même réaction de vous. Nous, quand on regarde ces images, ces données-là, bien sûr, elles ont une signification très, très pointue. Elles nous informent sur des choses très précises sur le cosmos, l'origine de l'univers, etc. Mais ces images, elles nous interpellent aussi, nous, scientifiques, de la même façon que vous, et d'une manière qui est très difficile à décrire, en fait. Elles sont juste belles. Ouais. Et donc c'est... Voilà. Et depuis que Webb est lancé, j'ai cette image-là que la voûte céleste, c'est un peu comme une galerie d'art avec des corridors infinis. Puis Webb, c'est la machine pour pouvoir en sortir une de temps en temps. Ouais. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle image sorte, c'est quasiment un communiqué de presse de la NASA pour regarder cette image-là. Elles sont toutes belles. Et
Et je raisonne de la même façon que vous, comme humain, là, à la beauté du cosmos. Donc, vous ne regardez pas ces images-là, puis en fait, vous ne voyez pas juste des équations mathématiques à travers ça. Vous êtes sensible à leur beauté Absolument. primaire. Là. Absolument. Elles sont vraiment très, très belles. Elles nous interpellent d'une manière, encore une fois, qui est difficile à décrire. Ouais. Et c'est ça qui est beau. Est-ce que pour vous, cette beauté de l'univers, est-ce que c'est un des bénéfices marginaux de votre profession ou ça vous sert à quelque chose comme astrophysicien? En fait, c'est les deux, oui, parce que d'abord, c'est ce qui m'a attiré au début. Quand je sortais du cégep, je voulais faire ça. Et ma grande frustration, c'est d'ouvrir les livres et de voir les équations et de ne pas les comprendre. Et je voulais les comprendre. Et c'est plus tard que j'ai appris que, malgré toute la complexité de l'univers qui s'exprime, on peut aussi l'exprimer de manière très, très simple. Il y a une fameuse équation d'Einstein là, qui décrit beaucoup de choses dans l'univers, une seule équation. Et, égale MC2. Ça en est une. Il y en a d'autres. Je ne pense pas celle-là en particulier. Mais en fait, tout ça pour dire que voilà une façon que l'univers exprime sa beauté, dans sa simplicité. Et là où est-ce que ça devient utile, c'est que dans notre travail, souvent, les solutions les plus vraies sont celles qui sont les plus simples. Donc, quand on a à choisir quelque chose de compliqué puis une qui est simple, c'est le fameux rasoir de Cam, là. Ouais. C'est la plus simple qui gagne. Et ça fait référence, effectivement, au fait que l'univers comme tel est foncièrement simple et très beau. L'univers est foncièrement simple? Oui, je pense qu'Hubert Reeves sera d'accord avec moi. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Céline, vous qui avez étudié de nombreux scientifiques et qui êtes une spécialiste de la pensée scientifique? Est-ce qu'Hubert Reeves serait d'accord avec cette affirmation? Il serait peut-être d'accord en tant que scientifique, mais c'est sûr que les études en philosophie des sciences nous amènent à apporter une nuance, que ça reste un principe de simplicité. C'est un présupposé. On présuppose qu'il y a une simplicité, peut-être ce qui nous permet aussi de la remarquer. Mais selon Guillaume d'Occam, il ne faut pas multiplier les entités non nécessaires pour rien. Par contre, le choix de la simplicité, peut-être qu'il y a un aspect que c'est peut-être plus probable lorsque certains systèmes sont équivalents, lorsqu'ils ont le même pouvoir d'explication pour un même ensemble d'observations. Il semble logique d'opter pour l'explication la plus simple. On fait ça aussi dans la vie de tous les jours, peut-être parce qu'elle est plus probable. Mais ça reste un présupposé, tout comme l'ordre mathématique, qui n'était pas en vogue là, avant la période moderne. On ne pensait pas que la physique là, sublunaire, donc près de nous, respectait des lois mathématiques. Il a fallu le présupposer. On pensait que c'était le cas dans l'espace, là, mais pas sur la Terre. Il a fallu le présupposer pour découvrir cet ordre mathématique. Donc, on peut dire l'univers est mathématique, mais ça reste un présupposé qui s'est avéré fructueux puisqu'on a découvert un ordre mathématique en présupposant qu'il y en avait un, parce qu'il fallait le rechercher, et Kepler s'est arraché les cheveux à essayer de comprendre la trajectoire de la planète Mars. Il était convaincu qu'il y avait quand même du sens, un sens mathématique. Il a été chanceux et il a découvert quelque chose. Bien oui, il a trouvé son sens mathématique. Jérôme, on parle depuis tout à l'heure de cette dualité entre art et science, entre beauté et science. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous l'incarnez, cette dualité-là entre l'art et la science. Est-ce que pour vous, est-ce que ces deux passions occupent des parties différentes de votre cerveau, ou vous êtes la même personne et bien évidemment que vous êtes la même personne, mais est-ce que c'est deux façons, votre manière d'appréhender le monde qui s'exprime de deux façons différentes? Non, je suis bel et bien une même personne. Vous êtes une seule et même personne, parfait, c'est confirmé. Non, mais comme je le disais tout à l'heure, ça réfère à des mêmes éléments de créativité, même parfois, si on veut aller dans le
le plus concret terre à terre lorsqu'on fait ce type de carrière-là. Il y a des éléments de communication, de gestion d'équipe, qui finalement, on se rend compte que ce sont des secteurs, des thématiques, mais on est quand même dans une société, dans des disciplines qui sont organisées. Et je pense que là-dedans aussi, il y a autant de complexité que de grandes vérités. Puis j'écoutais mes collègues parler de la simplicité du cosmos, mais je dirais qu'en environnement, c'est un peu la même chose. Hein? Ah oui? On est la biodiversité, les quelques 8 à 10 millions d'espèces encore inconnues qui nous entourent, bien, c'est ce qui nous permet de manger, de boire, de respirer. C'est plus de la moitié des médicaments qui nous soignent, c'est plus de la moitié du PIB mondial. Et on est encore en train de détruire, d'être au-delà des limites planétaires. Et ça se retrouve dans... C'est un fil narratif et conducteur dans toute l'œuvre d'Hubert Reeves. C'est cette idée très simple du principe de précaution. Donc, faisons attention. Il y a ces grandes vérités-là, mais ensuite, la réalité, les dimensions socio-écologiques, les interactions, la post-normalité font en sorte que cette vérité-là n'est pas ultime et finie. Elle a un réel avec laquelle elle cohabite et c'est à nous d'en saisir ces bouts de vérité-là et parfois de se dire que c'est important de les ramener aussi, de regarder un peu plus haut que la mêlée, de dire qu'est-ce qui est vraiment important dans tout ça. Là. Bon, là, vous avez utilisé le mot post-normalité. J'ai fait exprès. Je le sais, on s'en était parlé. Puis, je pense que vous vous étiez donné le défi de prononcer ce mot pendant la conférence et de l'expliquer en termes simples. C'est maintenant votre tâche. En fait, c'est un élément que je voulais mentionner ici, que Hubert Reeves avait réussi le défi de passer d'un scientifique normal à un scientifique post-normal. Parce que la science post-normale, c'est de dire que la science, elle existe, elle a une vérité, mais elle est aussi dans un monde beaucoup plus complexe. Et ce concept-là a été mis en œuvre, réfléchi au début des années 90, justement pour réfléchir à la santé planétaire. On n'a pas tous les modèles, on n'a pas toutes les informations, on n'est pas capable de prévoir exactement ce qui va se passer en 2100, mais on sait qu'il y a des tendances, il y a des énergies, il y a du politique. Tout ça est un monde post-normal dans lequel la science a une vérité, mais ce n'est pas la seule. Alors, comme scientifique, il faut avoir une forme d'humilité, d'accepter qu'on vit dans le réel et d'être capable de contribuer à cette réflexion-là et d'un astrophysicien reconnu qui a fait des ouvrages, plus d'une centaine de publications scientifiques très normales, hein, en nous disant, voici l'équation, voici... Il est passé à un post-normal où il dit, toute cette beauté-là, elle fait partie d'une humanité. On a la responsabilité, on a le devoir d'y réfléchir et il s'est confronté à ce réel-là jusqu'à écrire des livres pour des enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que de comprendre que l'avenir, ça passe par un passage de message à s'inscrire dans le fil du temps? Absolument. Nous allons passer à notre prochain thème, qui est le pouvoir de la découverte. Donc, j'inviterai Marie-Lou Garon à venir nous lire un extrait d'un texte d'Hubert Reeves, Poussière d'étoiles, donc un ouvrage paru en 1984. Marie-Lou, à vous la parole. C'est Galilée qui, le premier, a regardé le ciel avec une lunette astronomique. En quelques nuits, il découvre tour à tour les montagnes de la Lune, les satellites de Jupiter et les étoiles de la Voie lactée. Cela se passe en 1609, il y a 4 siècles. Depuis, grâce à l'amélioration des instruments d'observation, les astronomes ont découvert un grand nombre d'astres nouveaux, comme les nébuleuses, les galaxies, et plus récemment, les pulsars, les quasars. L'humanité doit à l'astronomie une riche moisson d'images célestes, tout comme elle doit à la biologie le spectacle de la vie microscopique. L'homme d'il y a quelques siècles ignorait tout des galaxies et des microbes. C'est grâce à la technologie que ces réalités sont entrées dans son champ de connaissances. Paul Éluard écrivait « Le poète est celui qui donne à voir ». Dans le même esprit, on peut dire que l'astronomie donne à voir. Poussière d'étoiles. Merci. Ça donne vraiment envie de se replonger dans les livres d'Hubert Reeves, hein? Ça vient... on sent toute la poésie, comme M. Jutras le disait plus tôt, émaner de ses paroles. Céline, vous êtes... Bon, votre sujet d'étude, ce sont les scientifiques. Donc, il y a
des gens qui étudient les mammifères, d'autres les insectes. Vous, la créature que vous étudiez, ce sont les scientifiques en tant que créatures. Hubert Reeves, puis il y en a de toutes les sortes. Il y a une biodiversité quelque part chez les scientifiques. Hubert Reeves, il était quelle sorte de bébite en tant que scientifique? Évidemment, ceux et celles qui l'ont côtoyé pourraient avoir un autre point de vue, mais de ce que j'ai lu, on voit que Hubert Reeves, c'est un scientifique authentique qui recherchait la connaissance pour la connaissance. C'était pas un scientifique qui était soumis à des exigences technocrates ou pour des pouvoirs politiques ou pour des... Parce qu'on sait que malheureusement, le politique, parfois, pour des bonnes et des mauvaises raisons, a guidé certaines recherches. Chez Hubert Reeves, c'est clairement quelqu'un qui cherche la connaissance pour la connaissance. Il en parlait lui-même, il ne se serait pas vu faire autre chose dans la vie, même s'il aurait eu les capacités cognitives, on s'entend. Et cette quête de connaissance, il savait aussi la partager. Puis certainement que la science n'apporte pas de réponse sur le sens de la vie, mais rechercher la connaissance, ça peut nous donner un sens à notre vie. Et Hubert Reeves disait que un de ses seuls regrets, il y en avait plusieurs, mais de voir que malheureusement notre parcours ici se termine, c'était qu'il n'aurait plus l'occasion de lire des recherches scientifiques. J'ai retrouvé une citation de lui. Mon Dieu, où est-ce qu'elle est partie? Je ne la retrouve pas, mais j'ai retrouvé une citation qui rejoint ce que vous disiez, où il disait que son parcours, effectivement, ne durerait pas plusieurs autres décennies. C'était dans son autobiographie qui est sortie dans les années 2000. Puis il disait, il y a tellement de découvertes que je ne verrai pas. Il y a quelque chose d'émouvant là-dedans. Sa curiosité, elle était inépuisable. Oui, on peut voir même peut-être la quête de connaissance comme une vertu que Hubert Reeves incarnait. Rechercher la connaissance pour la connaissance elle-même de façon purement gratuite et la transmettre. Parce qu'on en parlait un peu tout à l'heure, on parlait de ce qui appartient à tout le monde. Bien, la quête de connaissance, ça appartient à tout le monde, ça touche tout le monde. Puis dans une science qui est parfois tellement spécialisée, des fois on ne s'y retrouve pas. Hubert Reeves, son rôle de vulgarisation scientifique est à rajouter à cette quête-là de la connaissance qu'il a voulu rendre accessible à tout le monde. Oui, puis on va avoir l'occasion d'y revenir un peu plus tard quand on va parler de son engagement comme communicateur et vulgarisateur. Donc, un scientifique qui valorisait la quête de la connaissance pour la connaissance comme fin en soi. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans, René Doyon? Est-ce que ça vous correspond? Bien sûr. Oui? Bien sûr. Moi, je recherche de la vie ailleurs. Donc, il y a quelque chose de pas pratique que ça. Hein? Non, bien sûr, la quête de la connaissance, je pense que c'est une nécessité, je pense, parce que la racine de tout ça, puis c'est le mot qui revient, on parle d'émerveillement, c'est la curiosité. Hein? Et Hubert Reeves il a ce don d'attiser notre curiosité. Et cette curiosité-là, je dirais que c'est la racine la plus profonde de tout ce qui se décline à l'échelle humaine. Pas juste dans les sciences, là. C'est la racine de l'innovation, de la créativité. Et on se rejoint tous c'est pour ça dans qu'on les arts, le dans les matin, sciences, à travers la curiosité. Et en fait, la curiosité, c'est pas un hasard qu'on est curieux. C'est profondément ancré dans nos gènes. C'est comme ça. C'est pourquoi on a survécu comme espèce, moi, je pense. Et donc, cette curiosité-là, nous fait répondre à des questions. Je pense qu'Hubert disait, plus on en sait, plus on se rend compte qu'on en sait moins. C'est-à-dire, bien sûr, répondre et faire référence au fait que, oui, on réussit à répondre à des grandes questions scientifiques, mais avec cette réponse arrivent plein d'autres questions. Et c'est comme ça que la science avance. Et pas juste la science, je dirais toute l'humanité, à travers cette curiosité-là. De votre côté, Jérôme, est-ce que vous considérez est-ce que vous considérez que la science, c'est une fin en soi, c'est une quête de connaissance comme fin en soi, ou est-ce qu'elle doit avoir des retombées tangibles sur nos vies concrètes d'êtres humains aujourd'hui sur Terre? Pour moi, il y a deux endroits, et c'est parce que je les côtoie plus intimement, là, mais où on a une liberté de pensée, une liberté d'action, c'est dans le monde des arts, dans le monde universitaire.
Et ça, c'est absolument précieux. Et depuis que le monde est monde, on a cet art qui permet d'exprimer des choses, une pensée scientifique qui nous permet de réfléchir. Les choses étant ce qu'elles sont, il y a aussi un discours ambiant de productivité, d'économie, de finances, qui fait en sorte que ces espaces-là font l'objet de beaucoup de préjugés. On peut tenter de les cloîtrer ou de diminuer une certaine parole. Puis je pense que le rôle à la fois des artistes et des scientifiques, c'est d'abord l'humilité, de reconnaître que ce n'est pas donné à tout le monde. On n'est pas en train de nourrir la planète, de la soigner, de diriger. On a quand même un privilège de pouvoir œuvrer en sciences et en art, et avec ça vient une responsabilité. Et cette responsabilité-là, c'est d'essayer de trouver, un peu comme on disait tout à l'heure, ces lunettes-là. Essayer de réfléchir, d'émouvoir. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des vents de face, il y a des vents contraires. Mais lorsqu'on reconnaît cet espace-là, tout prend sa place. De la science fondamentale, parce qu'on a besoin, comme humanité, de se plonger dans la connaissance infinie et à très, très long terme. Et on a aussi besoin d'une science engagée, capable de confronter une position politique ou d'essayer de faire voir une alternative. Des grands mouvements civiques sont nés dans les universités, les mouvements environnementaux contemporains. On peut penser à la démocratie québécoise, dans lesquelles les mouvements étudiants ont eu une grande, grande force de frappe. Bien, c'est ça aussi, œuvrer dans ce milieu-là. Donc, pour moi, tout est bon. Ça peut être très, très fondamental comme appliqué, mais il y a cette forme de dualité d'être humble, de reconnaître ça et de pouvoir s'en saisir comme une forme de responsabilité, donc d'être capable d'être vocal et de reconnaître que c'est aussi un privilège qu'on a d'avoir une liberté de pensée et une liberté d'action. Oui. J'aimerais ça parler brièvement de l'époque où M. Reeves faisait ses études doctorales à l'université Cornell aux États-Unis. Il a eu comme professeur des physiciens qui avaient participé à la conception de la bombe nucléaire sans nécessairement le savoir. Il y en avait là-dedans qui ont très, très mal digéré le fait que leurs travaux avaient été utilisés à des fins aussi funestes. D'autres s'en félicitaient. Hubert Reeves, évidemment, n'a pas participé du tout à ces travaux. Il est né en 1932, donc il avait 13 ans lorsque la première bombe a été larguée sur Hiroshima. Mais est-ce que, Céline, ces événements, ce contexte-là, ça a eu un effet sur sa vision de la science, de dire ça va être une fin en soi parce que une vision utilitariste de la science, ça peut mener à certaines dérives? Absolument. C'était pas du tout un scientifique enfermé dans sa bulle ou qui voulait développer la connaissance et la technologie à tout prix. C'était, oui, la connaissance pour la connaissance, mais d'être aussi conscient des effets. Il est certainement un partisan du principe de parcimonie, qui est de prudence, hein, lorsque on développe la connaissance, oui, mais d'être conscient des effets délétères de certaines technologies ou même carrément dévastateurs. Mm-hmm. Surtout ayant travaillé dans le monde nucléaire, là, on s'entend qu'il y avait des... Et il a été aussi dans un contexte particulier pour ça. Donc, il était très, très conscient des conséquences. Donc, oui, développer la connaissance pour la connaissance, mais avec un objectif qu'on pourrait dire aussi humaniste et qui l'a amené à son engagement, qui va être un autre thème. Oui, oui, oui. Vous l'avez évoqué un peu plus tôt, René Doyon, vous cherchez la vie ailleurs que sur Terre. Puis, c'est une boutade, mais quelque part, il y a des gens sans doute qui vous posent la question une fois de temps en temps, coudonc, à quoi ça sert? Le télescope James Webb, ça a coûté 10 milliards de dollars. Un investissement tel... Tout ce qu'on pourrait régler comme problème sur la Terre, on pourrait éradiquer la faim dans le monde. Oui. Votre réponse à cette question-là, quelle est-elle? La réponse est que les gens, en général, ne se rendent pas compte que tout ce qui est autour d'eux vienne de quelque part. Et on peut donner plein d'exemples. Prenez votre téléphone cellulaire, puis posez-vous la question, quelle est la somme de connaissances nécessaire à faire ce petit bijou-là, là? D'abord, on va commencer par la petite puce qui prend les images. Ça, ce sont les astronomes qui les ont développés. Et pas pour faire des cellulaires, pour mieux comprendre l'univers. Une technologie qui a équipé d'abord le télescope spatial Hubble, le premier spatial. Donc, ce n'était pas pour faire des téléphones cellulaires. Donc, il y avait une application. Mais on ne savait pas. C'est que plus tard qu'on s'est rendu compte, tiens, ça peut servir Hubble. À faire d'autres choses. Il y a un petit héritage de Hubble dans mon téléphone. Chaque fois que vous allez faire un selfie, pensez aux astronomes. D'accord. Mais on peut aller plus loin que ça. C'est bien sûr un miracle électronique, le transistor. Vous allez remonter, en fait,
aux grandes lois de la physique, de la mécanique quantique, qui, sans ça, on n'aurait pas un téléphone cellulaire. Et mais les physiciens, les savants, les savantes au début du 20e siècle qui ont développé la mécanique quantique n'avaient pas en tête de faire des téléphones cellulaires. Non. Ils étaient juste curieux et curieuses. Donc, on ne sait jamais où est-ce qu'elle peut nous mener, cette Voilà. curiosité. Mais c'est à double tranchant parce que Céline l'a bien dit, parfois la science peut dériver. On parle beaucoup des dangers de l'intelligence artificielle ces temps-ci. Mhm. Donc, c'est extrêmement puissant. Mais on ne le sait pas. C'est que on répond à des grandes questions scientifiques, mais on sait, en fait, historiquement, là, que tôt ou tard, ça finit par servir le bien commun. Bien, d'ailleurs, l'astrophysique est partout. L'astrophysique peut même être utilisée dans certains contextes pour préserver, protéger le beluga. Expliquez-nous ça, Jérôme. Oui, oui. On se le racontait quelques minutes avant la conférence. Je disais à René que j'avais dans mon équipe un astrophysicien, donc je fais de la géographie. Et on a eu le mandat du gouvernement du Québec de réfléchir à la dimension mammifère marin dans la stratégie maritime du Saint-Laurent, du Fjord. Et il faut savoir que les mammifères marins, le beluga en premier lieu, sont des espèces menacées par les changements climatiques, mais aussi beaucoup par les interactions avec les activités humaines, la marine marchande, la navigation de plaisance. Donc, on peut penser au choc de bateaux et de mammifères marins, mais la principale pression, elle est sonore. Quand on met à l'eau un moteur à 140 décibels, la mer et son veau ne peuvent plus communiquer, ça crée une extension du troupeau, etc. Donc, pour pouvoir bien comprendre l'écosystème Saint-Laurent et la cartographie des bruits, et les directions des mammifères marins, on cherchait un esprit mathématique. Et donc, dans nos recrutements, on avait des ingénieurs, des gens comme ça. Puis, on a passé en entrevue quelqu'un qui a travaillé à l'Université Laval, à l'Observatoire du Mont Mégantic. Il dit, pour moi, des étoiles, de la lumière, c'est comme un beluga, c'est la même chose. On va lui donner une chance et finalement, c'est un fantastique scientifique qui, je parlais tout à l'heure de toute l'admiration que j'ai pour l'élégance de ses esprits mathématiques, mais finalement, un objet n'a pas d'importance, il faut comprendre un peu qu'est-ce qui est derrière, quelles sont les forces en présence, les objets. Et donc, oui, un petit peu des étoiles dans la protection des mammifères marins du fleuve Saint-Laurent. C'est vraiment fascinant. Ça donne envie ça donne envie d'écrire des articles là-dessus. On s'en reparle. Céline, je vous écoutais tout à l'heure parler de quête de connaissance, de quête de sens. La science ne répond pas au sens de la vie, mais la quête de connaissance peut nous donner un sens, peut donner un sens à notre vie. Puis je vous écoutais, puis je me disais, attends, on est encore dans la science ou là, on frôle des questions qui se rapprochent presque oserais-je dire, de la spiritualité, quand on parle de quête de sens. Absolument. Surtout lorsqu'on parle de cosmologie. Hubert Reeves allait là. Il allait dans ces questions-là. Tout à fait. Hubert Reeves ne craignait pas de lire des philosophes aussi, de parler de ces questions-là. Et c'est sûr que lorsqu'on parle de cosmologie, ça reste quand même une science qui peut alimenter très fortement nos réflexions. Et il y a quelque chose qui nous dépasse. On parlait d'humilité tout à l'heure, humilité dans nos connaissances, mais même dans ce travail-là de quête perpétuelle, il y a quelque chose de plus grand que nous. Et tout à l'heure, ça me faisait penser à une citation de Kepler, le scientifique dont je vous parlais tout à l'heure. Kepler, qui est un scientifique immense dans l'histoire, et au départ, il se destinait à des études en théologie. Ah! Oui, et ça... Il a été très tourmenté de ça et il a écrit à son maître mathématicien, parce qu'il est devenu mathématicien, en disant que longtemps j'ai voulu être théologien, mais j'ai été tourmenté, mais voici que je réalise que Dieu est glorifié par les mathématiques. OK. Et qu'on soit croyant ou pas, moi personnellement je suis agnostique, mais il y a quand même quelque chose à retirer de ça, et je fais un parallèle aussi avec une analogie que vous connaissez sans doute, qui a été popularisée par Galilée, cette idée que le livre de la nature, donc le livre de la nature, serait écrit en langage mathématique. Et donc, on lit la nature, on déchiffre, on interprète la nature comme on lit un livre. À l'époque, le livre faisait référence au livre religieux, mais il y a cette idée que cette quête-là, on perce des mystères, et ce faisant, on participe à quelque chose de beaucoup plus grand
que nous. Et je pense que ça fait partie aussi du sentiment d'émerveillement et d'élévation qu'on peut ressentir. Et ce, même si on exclut évidemment dans la science moderne des explications d'ordre théologique, la quête qui est derrière peut quand même être sous-jacente à cette recherche-là. On peut, puis on le sent dans le discours d'Hubert Reeves aussi, qu'il touche à ça, à ces choses qui nous dépassent, qui nous... Oui, même ce sentiment d'émerveillement, quand vous parliez des images de James Webb et du sentiment qui est si difficile à décrire, on n'est plus dans un esprit froidement rationnel. On vient toucher à une autre dimension de l'être humain. Puis Hubert Reeves parlait de ça. Absolument. Je crois aussi que ça a joué un rôle dans sa patience à faire ces recherches-là. Ce pas des recherches qui sont destinées au commun des mortels. N'importe qui pourrait se décourager. Je pense que ça a joué un rôle dans sa motivation. Mais ce sentiment d'exaltation qui peut être spirituel, religieux ou autre, n'est pas du tout en contradiction, je crois. Et il ne suffit de prendre l'origine des espèces de Darwin et à la fin, il s'exclame de la beauté, de la diversité des espèces. N'est-ce pas merveilleux de voir que tout ceci pourrait être expliqué par les principes de la sélection naturelle qui ont été exprimés? Est-ce que c'est seulement rhétorique? On ne le sait pas, mais vous irez lire la fin de l'origine des espèces, si ce n'est déjà fait, de voir cette espèce d'exaltation devant la beauté de la nature qui s'explique par les principes qui ont été mentionnés. Oui, par une autre forme de loi très, très systématique. J'adore cette analogie, merci. Et nous allons passer au troisième thème de notre soirée, le pouvoir de l'engagement, une autre force très, très importante dans la vie et dans l'œuvre d'Hubert Reeves. J'inviterai Marie-Lou Garon à venir nous lire un autre extrait de l'œuvre de M. Reeves. C'est tiré de l'ouvrage « Le banc du temps qui passe, méditation cosmique ». En 2012, un bilan des résultats obtenus à la suite de la conférence sur l'environnement de Rio en 1992 a mis en évidence des manques considérables par rapport aux promesses faites. Seule une faible fraction des financements annoncés par les pays présents avait effectivement été accordée. Et nous conservons en mémoire l'immense déception qui a suivi la conférence de Copenhague en 2009, quand plusieurs pays, dont on attendait beaucoup, ont rendu leur tablier. Il y a pourtant une autre façon de dresser un bilan de ces conférences. Elles ont en effet un impact psychologique considérable sur les populations, grâce en particulier aux vigoureuses campagnes médiatiques qui les accompagnent. On a dit avec raison que l'apport majeur de Rio avait été l'introduction dans le langage courant du mot « écologie ». Ce terme largement ignoré auparavant est alors passé en force dans la conscience collective. Il se décline maintenant dans toutes les langues. Il en est de même avec le mot « biodiversité » après la conférence de Nagoya en 2010. Une fraction croissante de la planète est désormais alertée de ces menaces. En de nombreux endroits, des efforts considérables sont en voie de donner des résultats tangibles. Le banc du temps qui passe. Il y avait quand même certains moments d'optimisme environnemental, M. Reeves. C'était pas forcément une couleur constante dans toute son œuvre, mais on va pouvoir y revenir. Donc, c'est à partir des années 90 et 2000 environ que M. Reeves vraiment se met à s'impliquer plus activement dans la cause écologiste. Puis c'était pas la norme, c'était vraiment pas la norme à cette époque-là pour un scientifique de s'engager de cette façon-là. Comment il en est arrivé là, Céline? En fait, ça semble être arrivé assez tôt. C'est sûr, c'est devenu plus explicite même à partir des années 2000 avec le livre « Mal de terre » dont nous parlait Jérôme, où il a aussi pris la présidence d'une association qui a pris le nom de Humanité et Biodiversité. Mais bien avant, dès les années 70, en fait, dans les propos d'Hubert Reeves, on peut saisir un peu sa prudence ou son constat selon lequel il y a une biodiversité à préserver. Et ça serait probablement, entre autres, au contact des différents scientifiques autour de lui
qu'il a côtoyé dans les diverses universités, qui l'ont sensibilisé à une époque où c'était pas du tout la norme, c'était pas du tout répandu. Donc, il a quand même été assez avant-gardiste dans sa prise de position. C'était hors norme, vous le confirmez, René Doyon, de voir un scientifique, un astrophysicien qui plus est, s'engager à ce point. Tout à fait. Et, Socialement. bon, il y en a eu d'autres. Hein. On pense à au David Suzuki, mais Hubert Reeves a été, je dirais, parmi les premiers à faire ça. Et j'ai pu voir la transition de ces conférences scientifiques davantage sur l'univers, le thème de patience dans l'azur, à cette thématique-là davantage plus sur la biodiversité et le péril là, qui est sur notre planète. Et je pense que c'est son background astronomique qui l'a aidé là-dedans. Parce que s'il y a peut-être une leçon que l'astronomie nous apprend, on le sait maintenant de plus en plus, ça fait seulement 25 ans qu'on sait qu'il existe d'autres planètes au-delà de notre système solaire, on était sûr de ça, ben, c'est qu'on vit dans un monde assez unique hein, et qu'il n'y a pas de plan B pour aller sur une autre planète. Et notre destin, c'est d'apprendre à vivre en harmonie avec la nôtre. Et Hubert Reeves a été, parmi les premiers à envoyer ce message-là. Et effectivement, on parlait d'optimisme. J'ai jamais perçu Hubert Reeves pessimiste. Non? Autant il avait un message d'alarme, bien sûr, mais je l'ai toujours senti optimiste, de croire en l'humanité, qu'on allait finir par trouver des solutions à nos problèmes. Du moins, c'est comme ça que je l'ai toujours perçu. Jérôme, est-ce que vous êtes du même avis, vous qui avez abondamment fréquenté ces conférences plus sur des thèmes environnementaux? Parce qu'il pouvait quand même, il utilisait des mots sombres, il pouvait parler de destruction de l'humanité, donc l'humanité court à sa perte. Il disait avec un ton, ce ton bienveillant, puis ce sourire qu'on lui connaissait, mais il disait les choses de façon sans détour. Même aujourd'hui, on n'entend pas souvent ces mots-là, destruction de l'humanité. On se garde une petite gêne, on utilise des euphémismes. Qu'est-ce que vous pensez de sa manière d'aborder ces questions? Bien, je ne pense pas que c'était norme ou hors norme. Je pense qu'il faisait parler la science, il regardait des faits, puis il le disait. Ce qu'on a vécu dans les 50 dernières années, c'est de passer d'un mouvement qui était très marginal à une voix dominante. Donc, le mouvement environnemental contemporain, comme on le connaît aujourd'hui, c'est la fin des années 60 avec des scientifiques, l'éco-toxicologue Rachel Carson et son livre Un printemps silencieux qui montre que le DDT se bioaccumule, les œufs des oiseaux ne peuvent plus se former. Donc, le mouvement environnemental, le Jour de la Terre, Greenpeace, c'est un mouvement citoyen, mouvement engagé. C'est politique. On a créé le premier ministère de l'Environnement au Québec dans les années 70. C'est aussi scientifique, mais c'est qu'on a fait longtemps des débats, et je parlais tout à l'heure de sciences post-normales, mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'on a voulu bien comprendre la dynamique du climat, la dynamique de pollution systémique, puis les contributions scientifiques étaient là, puis des voix se portaient, mais ça restait quand même un discours assez marginal jusqu'à temps qu'on passe à un point de bascule. Donc, le point de bascule, pour moi, il s'est fait de façon assez récente, même dans les ouvrages au tournant des années 2000. Le mal de terre était sans détour sur la condition planétaire et c'était en ligne très, très droite avec des écrits des années 70, les limites à la croissance, l'extraction de ressources, etc. Mais à l'ONU, on débattait encore de la science du climat pour savoir si le réchauffement global était réel ou non. Donc, aujourd'hui, on a réussi, et ça, c'est un gros gain, puis qu'il faut vraiment faut en être conscient et accepter le fait que la tendance s'est renversée. Aujourd'hui, la jeunesse, l'acceptabilité sociale, du moins en Occident, tout ça pousse pour une transformation qui passe par le diagnostic, la reconnaissance. Évidemment, quand on parle d'effondrement de la biodiversité, de réchauffement climatique à 2, 3, 4, 5 degrés Celsius, ça génère de l'éco-anxiété, ça nous fait craindre le pire, mais en même temps, les consciences sont éveillées et on se met en mode solution. Et c'est pas juste une vue de l'esprit. Dans 2 semaines, je pars pour la COP 16 sur la biodiversité, la conférence des parties. Et la COP 15, c'était à Montréal en décembre 2022. Et c'est la première fois que le dialogue sur la biodiversité se faisait hors du politique, scientifique, militant. Donc, des acteurs de la société civile, mais tout le mouvement financier aussi, l'investissement durable s'est saisi de la question en disant
Il faut absolument faire changer la tendance. Comment on est en train de créer une économie plus verte? Et en l'espace de 2 ans, la transformation des systèmes financiers, bancaires est hallucinante. Ça nous a pris 15 ans pour le faire en changement climatique. On est en train de l'accélérer. Donc, je pense qu'il faut être capable de développer notre esprit critique dans bien, les faits sont là. C'est une situation qui est jamais vue de l'histoire de l'humanité. C'est une situation qui est aiguë. La transition écologique, il nous reste quelques décennies pour l'opérer. Mais de l'autre côté, les consciences, les outils, ils sont. Donc, je pense que le Hubert Reeves, ça a été une voie qui était marginale, mais qui est devenue dominante. Et je pense que ça représente son œuvre qui en était une de grand pédagogue. Donc, si on veut vraiment que les transformations soient pérennes et durables, c'est pas par une nouvelle technologie, c'est pas par un investissement de milliards de dollars, c'est par un changement de culture. Et ça se passe par un dialogue, un transfert, une transmission de savoir. C'est ça qui est le plus difficile, dans le fond. C'est encore plus difficile que qu'envoyer un télescope spatial comme James Webb Ça, c'est trop très, facile. très loin dans l'univers. Ça, c'est facile. Ben, effectivement, bon, je paraphrase, là, mais les problèmes humains, les défis qu'on a sur cette planète-là sont des problèmes vraiment complexes. Parce qu'à cause de tous les acteurs qui sont impliqués à l'échelle planétaire, et c'est ça qui est difficile. Mais j'aime croire que la tendance est dans le bon sens. Et Hubert Reeves, je pense, a vu cette transition-là. Et non, j'aime croire encore une fois qu'il, malgré son message d'alerte à l'humanité, il est toujours resté, il a toujours gardé espoir. Pour lui, en fait, il n'était pas inquiet de la Terre. Il se disait bien, bon, la Terre va réussir à faire son chemin, là. Mais c'est nous le problème. C'est nous, est-ce qu'on va vraiment céder la Terre aux coquerelles et aux rats? Oui, c'est ça. La Terre, elle s'en fout si on est là ou pas. Oui, bon, on disait qu'on restait dans l'optimisme. On va essayer d'y rester plus que 30 secondes. Bon, on parle de son engagement pour la cause environnementale, mais son engagement de façon générale comme communicateur scientifique, comme vulgarisateur scientifique pour transmettre des concepts parfois très abstraits à des gens comme moi qui n'ai pas étudié en sciences du tout, mais il a réussi à me passionner puis à venir me chercher. Qu'est-ce qu'il faisait qui était un communicateur, un vulgarisateur si doué? Comment est-ce qu'on explique la popularité immense de ses ouvrages comme Patience dans l'azur ou comme Poussière d'étoiles, qui sont des best-sellers internationaux? Qu'est-ce qu'il avait de spécial comme communicateur? Je pense, à mon avis, on pourrait résumer en 2 qualités. Une qu'on a mentionnée tout à l'heure, l'humilité. Une personne humble nous donne envie de le rejoindre dans cette quête-là, parce qu'une personne si savante qui reste humble, c'est hyper contagieux et ça nous embarque dans cette quête. À quoi vous voyez son humilité? On dirait simplement la façon dont il s'exprime, la façon dont il exprime ses doutes aussi. Il n'hésite pas à dire qu'il ne sait pas tout, que l'humanité ne sait pas tout. Il y a vraiment un rapport, je trouve, dans son langage, dans les termes qu'il emploie, une espèce d'humilité face à l'univers, mais face à nos connaissances aussi. Son ton aussi, qui est très doux, qui est très communicatif, il y a du charisme. Puis la deuxième qualité, c'est son authenticité, je trouve. On ressent ça, en tout cas, quand on l'écoute, quand on le lit. Une quête authentique, pure, la connaissance parce que ça le passionne, il a le goût de partager ça. Ne fait pas ça pour avoir un résultat X ou Y. Je pense que c'est ça qui nous a touchés. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Pourquoi était-il un communicateur si doué, si populaire? J'aimerais ça le savoir. Ben, en fait, je pense que Hubert Reeves avait ce don d'abord de reconnaître qu'il n'y a pas de problème complexe qui ne peut pas être expliqué à tout le monde qui ne sont pas experts. Et ça, j'y crois profondément. Effectivement, Vraiment? il faut juste essayer de... Ben, en fait, foncièrement, c'est simple. Donc, il faut retourner vers la simplicité du problème complexe. Et il avait ce don-là d'avoir cette perspective-là. Mais là, le reste, Hubert Reeves, c'est Hubert Reeves. C'est indescriptible, cette façon de communiquer. Je pense, le mot qui me vient en tête aussi, c'est la passion. C'est un homme passionné de toute évidence, curieux. Et il savait communiquer ça avec les gens. Jérôme? Moi, il y a une comparaison qui me vient en tête, c'est René Lévesque.
Il y a une époque où on n'était pas Québécois, Québécoises, on était des Canadiens français. C'était une population qui était malheureusement sous-éduquée, à qui on pensait qu'on n'était pas capable de comprendre des enjeux de société, l'énergie. Puis retournez voir les épisodes là, où, comme journaliste ou jeune politicien, est en train d'expliquer l'importance de nationaliser l'électricité. Ouais. Il a fait comprendre ça à tout le monde. C'était complexe, c'était compliqué. Il y avait des enjeux économiques, des enjeux sociaux, mais il s'adressait dans un langage clair. Puis il y a des éléments conjoints. Je dis René Lévesque et Hubert Reeves, évidemment, c'est pas la même fougue, c'est deux sphères différentes, mais s'adresser à l'intelligence des gens, Oui. de le faire pour le bien commun et de mettre tout son talent au service de la société, pour moi, c'est des comparaisons très, très franches. Et cet idéal-là, il pouvait être politique, social, scientifique, mais c'était mu par la même énergie. C'est une belle analogie. Et je rejoins Céline avec le mot humilité. Je ne l'ai pas connu beaucoup, là, je l'ai côtoyé quelques fois, mais effectivement, il était très facile d'approche. Et pour pouvoir communiquer, ben, il faut être réceptif à être près des gens. Il était très, très près des gens. Mais vous, René, vous marchez dans ses traces quelque part. J'ai eu le privilège de vous interviewer au moment où on attendait le lancement du télescope James Webb, puis votre passion, votre disponibilité, votre générosité, tout ça, c'est touchant. Votre passion, elle est contagieuse. Mais vous, fait que nous, on sait ce qu'on en retire de vos interventions, mais vous, qu'est-ce que vous en retirez? Pourquoi c'est important pour vous? C'est une des missions que vous vous êtes données quand vous avez fondé l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Pourquoi vous donnez ce trouble-là? Tout à fait. Donc, bon, d'abord, la mission première était scientifique, hein, c'est de faire de Montréal, le Québec, là, un pôle non seulement québécois, mais canadien et même mondial de la recherche sur les exoplanètes, là, avec ce but ultime-là de trouver de la vie. C'est un grand rêve. Mais ben, je ne connais pas personne qui est indifférent à ça. Donc, de savoir est-ce qu'il y a de la vie ailleurs. Et donc, moi, je me sens extrêmement privilégié par le travail que je fais. Et je me sens quelque part redevable de devoir partager ça avec les gens, d'autant que les gens sont passionnés de ça. Donc, bon, on en a fait une deuxième mission. Non seulement on a un pôle de recherche très, très fort, mais on en a un aussi de partager avec le public non seulement notre recherche pointue sur les exoplanètes, mais le mystère, la beauté de l'univers. Et les gens en redemandent. Et on ne le fait pas juste pour nous, les adultes. On va aussi avec les tout-petits, qui sont les plus importants, qui sont les plus curieux, en fait. Puis qu'est-ce que vous recevez comme énergie des gens quand qu'ils soient adultes, enfants, aînés? La même passion. Je ressens qu'ils sont autant allumés que je le suis. Et ça m'allume énormément. De voir que cette curiosité-là, bien sûr, elle est là. Et il suffit, en fait, de l'attiser pour qu'elle fleurisse, qu'elle se déploie. Et Hubert Reeves avait ce don-là justement d'aller attiser la curiosité. Je connais personne qui a été indifférent à une conférence, d'avoir lu un livre. Je l'entendais encore une fois à la télévision récemment, puis ah oui, j'ai vu une conférence d'Hubert Reeves, puis je suis sorti de là, puis pendant des semaines, je me posais des questions, mais il avait réussi à aller chercher les gens, à réfléchir, à penser plus largement. Parce que ça peut être très intimidant. L'astrophysique, des concepts la physique quantique, les trous noirs, les lois de l'infiniment grand qui changent quand on arrive dans l'infiniment petit. Je veux dire, c'est à n'y rien comprendre, là. Je dirais que c'est pas moins complexe que les problèmes sociaux qu'on a. La complexité, elle s'exprime à toute échelle, à divers niveaux, pas juste du point de vue scientifique. Et j'aime croire que c'est possible d'expliquer tout ça. Même si parfois c'est très complexe. Mais merci d'essayer puis de réussir. Donc, nous sommes le 9 octobre, si je ne m'abuse, dans quelques jours, le 13 octobre. Ça fera un an que Hubert Reeves est décédé, mais on le voit avec la discussion qu'on vient d'avoir, son regard sur le monde, il reste. Sa lucidité sur l'avenir de notre planète, sur l'avenir de l'humanité, ça reste. Sa façon de puiser dans plein de disciplines, pas juste l'astrophysique, mais la philosophie, la littérature, l'histoire de l'art.
pour nous aider à réfléchir au sens de l'existence, ça aussi, ça reste. Puis sa manière de transmettre son savoir en faisant confiance à notre intelligence, puis en faisant appel à nos émotions aussi. Je pense qu'il réussissait à nous faire ressentir des choses avec notre cœur, puis pas juste avec notre cerveau. Donc, on approche de la fin de notre discussion. Donc, j'aimerais conclure avec un dernier tour de table sur ce thème-là, ce qui reste. On en a parlé un petit peu, mais je reviens là-dessus, Jérôme. La manière qu'avait Hubert Reeves de communiquer sur la crise environnementale, là, on est en plein dedans. On essaie d'être optimiste. On essaie parfois de passer par l'émerveillement. On parle du pouvoir de l'émerveillement ce soir, donc on se dit, bien, si on donne aux gens l'accès à cet émerveillement devant la nature, puis qu'on leur montre des dauphins, puis du corail, puis ils regardent comment c'est beau, on va mobiliser les gens à protéger la nature. Je me suis égarée dans ma question, mais bref, vous, qu'est-ce qui vous reste de la manière dont Hubert Reeves communiquait sur ces sujets? Ben, c'est une œuvre immense. Puis les physiciens nous diraient qu'on est une organisation de matière, mais on est aussi des véhicules pour de passage de valeur. Hein. Au fil du temps, on a différentes personnes, différentes cultures qui nous amènent à revoir différentes facettes qui sont contemporaines, qui reflètent l'époque dans laquelle on est. Mais je disais, moi, si j'ai quelque chose, c'est l'humanisme, hein, l'émerveillement, le grand, le petit, tout ça. C'est de croire en cette beauté d'univers. Nous sommes organisés en êtres humains, qui sommes organisés en société. Bien, il faut voir le beau là-dedans, il faut y croire, il faut se tourner vers l'avant. Moi, pendant 20 ans, j'ai joué plus rien sur scène de 80 à 100 soirs par année. C'était un véhicule qui reprenait la parole directe d'Hubert Reeves, puis je voyais comment ça émouvait les gens. On a, à notre façon, passé ce message-là. Puis lui, ça a été un grand passeur, et je pense qu'on peut le remercier de cette œuvre-là et être très humble devant l'immensité de sa carrière. Puis cette idée, pendant qu'on y est, je vous la pose, la question, cette idée d'utiliser l'émerveillement en espérant que ça va mobiliser les gens à protéger la nature, est-ce que... force est de constater que ça n'a pas vraiment marché, ou qu'est-ce que vous en pensez comme outil? A oscillé entre utopie et dystopie. Il nous a montré le plus noir comme le plus beau. Je pense qu'il n'y a pas de recette unique. On est dans des sociétés polycentrées. Même dans une journée, des fois, on n'est pas ému par la même chose. Des fois, c'est un message choc qui s'adresse à notre cerveau. D'autres fois, c'est le cœur. Je pense que tous ces messages-là sont bons. Et il faut faire confiance aux gens, il faut faire confiance à la vie pour aller dans le bon sens et laisser aller ce qu'on ne peut pas contrôler aussi. Hein. Puis moduler le message selon les publics, selon les contextes. C'est pas toujours la même recette qui fonctionne. Bon, je l'ai retrouvé, la citation dont je parlais tout à l'heure sur la curiosité d'Hubert Reeves était ici. Donc, on est en 2008, il y a 76 ans. Et dans son autobiographie, il dit « Cette quête de savoir ne se prolongera pas au-delà de quelques années, au mieux quelques décennies. Je me sens empreint de tristesse à l'idée que je n'aurai plus accès à la poursuite de cette fascinante exploration du cosmos. » Donc, on le voit, cette curiosité-là, c'est ce qui l'habitait profondément. Qu'est-ce qui aurait régalé la curiosité d'Hubert Reeves dans vos recherches actuelles? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qui aurait assouvi sa curiosité dans vos recherches actuelles? Ah, je pense qu'il aurait aimé ça. En fait, je dis souvent qu'on est à quelques décennies de détecter de la vie ailleurs. Et je pense qu'il aurait aimé ça, voir l'article Nature qui parle de ça, entre autres. Mais bon, en fait, je pense que Hubert Reeves c'est l'amant des étoiles, n'est-ce pas? C'est l'amant de la nature. Tout l'allumait. Donc, et je retiens aussi à un titre de ses livres, et je me rappelle qu'il avait dit verbalement dans je pense une émission de télé, il avait dit, et je ressens beaucoup à ça, je n'aurai pas le temps. Hein, et je n'aurai pas le temps, justement, de voir toutes ces grandes découvertes qui se déclinent autour de nous, là. Mais sinon, moi, je pense pas à Hubert Reeves au passé. Je le vois vraiment au présent. Il a un legs tellement important. Il sera toujours autour de nous, de par son œuvre, ne serait-ce que... je pense que ce mot-là le résume très bien, le pouvoir de l'engagement, le pouvoir de l'émerveillement, et je pense qu'il sera toujours avec nous. Mais d'imaginer effectivement
pouvoir discuter avec lui du fait que vous dites des quelques décennies, donc de notre vivant, à certains d'entre nous, si on est chanceux. Ça fait une décennie que je le dis. Ça fait une décennie que vous dites quelques décennies, mais c'est vrai, là, on s'approche de la confirmation de l'existence de la vie ailleurs que sur Terre, pour vrai. Effectivement, je pense qu'on a maintenant atteint un niveau de maturité technologique qu'on puisse répondre à cette question-là. Le reste, c'est une question de sous et de détails. Là. Mais on sait comment le faire. Maintenant, quelle est la réponse? On ne le sait pas. Mais je reviens en lien un peu avec ça, et pour montrer comment les choses évoluent beaucoup. Il y a 25 ans, on ne savait pas qu'il existait des exoplanètes à l'extérieur du système solaire. Hein? Il y a 25 ans. Mais quand on posait la question aux gens, les gens, bien sûr, on regarde tous les étoiles, il y en a des milliers, des milliards. Il doit bien y avoir des planètes autour de ces étoiles-là comme la nôtre. Maintenant, on le sait qu'elles existent. Maintenant, la question évidente, y a-t-il de la vie ailleurs? Et je ne peux pas m'imaginer que ce n'est pas le cas. Et j'aimerais croire que... J'ai jamais eu la chance de pouvoir avoir cette opinion-là sur Hubert. En fait, il n'était pas clair là-dessus non plus. Sur la question est-ce qu'il y a de la vie ou non ailleurs? Il y a bien sûr la question de la vie aussi intelligente versus une vie plus primitive. Là. Mais je suis sûr que c'est une question qui l'aurait animé énormément. Complètement. Céline, on a vécu, on dit depuis tout à l'heure, puis René, vous le soulignez vraiment à juste titre, il est encore avec nous, son influence est encore avec nous. Il y a quelques mois, le 8 avril, on a vécu collectivement un événement extraordinaire, une éclipse solaire totale. Dans le documentaire auquel je faisais référence, plutôt celui de l'ONF, il parle des éclipses. On veut pas c'est difficile de se mettre à sa place ou d'imaginer comment il aurait vécu ça, mais qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette expérience qu'on a vécue qui aurait allumé Hubert Reeves, ce qui lui aurait plu? Absolument. Je pense que moi, en fait, j'ai été très ravie de réaliser, parce que je pense que les gens ont été très, très, très passionnés par cet événement-là. On a vu un engouement pour la science. Et je crois qu'Hubert Reeves aurait été ravi de voir que le grand public aussi s'intéresse à des phénomènes astronomiques. Et les gens se sont intéressés à l'astronomie, il y a eu des ateliers et les gens se sont émerveillés en très grand nombre. Donc, encore une fois, ça va de pair, la connaissance scientifique, l'émerveillement vont ensemble. Et c'est important d'avoir des gens qui nous rendent cette science-là accessible, comme Hubert Reeves, parce que les gens sont capables d'accéder à ces connaissances-là, même si elles sont complexes. Ils ont le droit, et selon moi, ils ont peut-être même le devoir aussi de s'intéresser, de vivre cette harmonie, de reconnaître l'harmonie du monde comme les scientifiques du passé. Puis on a vraiment vécu à ce moment-là cette conjonction entre comprendre un phénomène relativement simple, entre guillemets, encore une fois, c'est pas si compliqué à comprendre un astre qui passe devant un autre, mais conjointement avec une émotion qui, là, nous dépassait. Là. Oui, puis c'était un événement aussi qu'on a vécu en collectivité. Tout le monde, ou presque, a sa petite photo avec les lunettes d'éclipse. On se rappelle tous et toutes avec qui on était. On a vécu ça. Il y a eu des endroits, des grands rassemblements où on sait tout le monde. On a pris un moment pour observer le spectacle de la nature, mais aussi pour comprendre tous les principes scientifiques qui ont amené cet événement-là. Je crois que Hubert Reeves aurait été ravi de voir cet engouement-là. Et je pense qu'on a encore besoin de gens pour vulgariser la science, la rendre accessible à tout le monde. Elle appartient à tout le monde. Si ça donne un sens à notre vie, de juste chercher cet ordre-là dans la nature, je pense que c'est un beau cadeau à se faire. Oui, puis c'est un cadeau qu'Hubert Reeves nous a fait tout au long de sa vie. Je trouve que c'est un magnifique mot de la fin. C'est déjà fini! Quelle belle conversation on a eue. Merci beaucoup à vous trois, Céline Riverain, Jérôme Duprat et René Doyon. Mesdames et messieurs, nos panélistes. C'était vraiment passionnant. Grand merci à l'Université de Montréal pour cette magnifique invitation. Ça a été un honneur. Merci à vous de votre écoute vraiment attentive. Vous êtes formidables. Quoi dire de plus? Bien, je nous souhaite d'emporter
avec nous pour le reste de notre soirée, de notre année, de notre automne, cette façon de voir le monde puis de se laisser émerveiller qu'Hubert Reeves nous a légué. Alors, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là.